n'ouvre pas la boîte. Surtout, n'ouvre pas la boîte. Ce fut les derniers mots de mon grand-père avant de mourir. Juste avant, il m'a raconté son histoire. J'ai cette boîte sur les genoux et la tentation est forte. Elle est faite d'un bois sombre, carré. Elle fait une vingtaine de centimètres. Et je ne sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours, mais j'ai l'impression que quelque chose cogne à l'intérieur quand je pose la main. Mon grand-père est mort très vieux, et nous n'avons jamais su précisément d'où il venait. Il avait un fort accent. Et en fonction de son interlocuteur, il racontait venir des Indes, parfois de Taïwan ou de Hong Kong, parfois des Balkans. Mais la vérité, nous ne savions pas quelle était la véritable histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il semblait avoir eu 1000 vies, et le temps ne semblait pas avoir d'effet sur lui, presque comme s'il était immortel. La semaine dernière, il m'a demandé de venir le voir. Quand je suis arrivé, il m'a dit « Dans une semaine je serai mort, assieds-toi et écoute. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Lorsque j'étais jeune homme, je voulais devenir fort. Je voulais explorer le monde, mais je vivais dans un endroit reculé. Un village coincé entre les montagnes et la mer, comme si ceux qui avaient décidé de s'installer ici l'avaient fait pour que personne ne puisse partir. Et c'était le cas. La montagne était trop haute et nos bateaux trop petits pour pouvoir faire autre chose que pêcher. Nous vivions donc isolés de tout et de tout le monde, jusqu'au jour où un grand bateau à voile est arrivé par la mer. Un bateau avec 2 mâts, énorme comme nous n'en avions jamais vu. Il n'y avait que des hommes. Ils se sont présentés à nous comme des explorateurs. Ils nous ont expliqué avoir besoin de nourriture et de gens pour les aider dans leur mission. Ils nous ont proposé de l'argent, mais nous ne savions pas ce que c'était. J'étais jeune, j'étais fougueux. Je me suis tout de suite proposé de partir avec eux. Ils ont déclaré vouloir au moins une femme pour la cuisine. J'ai réussi à convaincre ma petite sœur de venir avec nous. 3 autres amis de mon âge ont décidé de partir eux aussi. Au bout d'une semaine, nous sommes montés sur le bateau et nous sommes partis. 2 jours après, Joseph, celui qui s'était présenté comme le chef de l'expédition et que tous les autres appelèrent docteur, est venu nous voir. Il nous a dit qu'il y avait une réparation urgente à faire dans la cale du bateau. Une fois entrés dans la cale, il nous a enfermés. Nous avons essayé de cogner, d'ouvrir la porte. Nous avons crié pour qu'ils nous sortent de là, mais ils n'ont pas répondu à nos appels. Nous n'entendions plus rien, plus un bruit. Au bout d'un long moment, nous avons fini par nous assoupir. C'est un long cri qui nous a réveillés en sursaut. Un cri inhumain. Nous nous sommes regardés, mes compagnons et moi, et instinctivement, nous nous sommes rapprochés les uns des autres. J'ai reconnu la voix de ma sœur. Je venais seulement de prendre conscience qu'elle n'avait pas été enfermée avec nous. Elle était encore en cuisine quand ils sont venus nous chercher pour nous enfermer. Le cri s'est arrêté et les pleurs ont commencé, des pleurs entremêlés à des grognements. J'ai hurlé pour qu'ils nous ouvrent. Avec mes compagnons, j'ai tenté de casser la porte, mais sans succès. Puis le bateau s'est mis à agiter. Nous étions balancés de gauche à droite, doucement au début, puis de plus en plus violemment. On entendit des voix, et certains des membres de l'expédition descendirent dans la cale. Nous leur avons supplié de nous ouvrir, mais ils avaient l'air paniqués. Ils ouvrirent de grandes caisses en bois, dans lesquelles il y avait des cordes et des fusils. Alors qu'ils allaient remonter, j'ai supplié qu'ils nous ouvrent. L'un d'eux s'est retourné et m'a lancé les clés. Le temps que l'on ouvre la porte, les hurlements avaient recommencé. Quand nous sommes arrivés sur le pont du bateau, les éléments étaient déchaînés. Une tempête faisait rage. Ma sœur était debout. Sa bouche était pleine de sang. Son entrejambe aussi. Un des membres de l'équipage se tenait le visage. Son oreille avait été arrachée. Au même moment, ma sœur l'a recraché. Joseph, le docteur, était assis sur le pont. Ses entrailles pendèrent sur ses genoux. Il regardait ma sœur avec un mélange de terreur, mais aussi ce qui m'a semblé être de la joie ou de la fierté. Une vague s'abattit sur nous, emportant dans l'océan l'un de mes compagnons. Quand je repris pied, ma sœur était penchée sur le docteur. Ils se parlaient. Elle le souleva par le cou et le jeta dans la mer. Elle semblait avoir une force surhumaine. En ce qui me sembla une fraction de seconde, elle avait fondu sur l'homme à l'oreille arrachée. Tout alla si vite, l'homme hurla. Une autre vague s'abattit sur nous. Quand je me relevai, j'entendis les cris de mes camarades derrière mon dos.
puis je sentis un souffle dans ma nuque. Le temps de cligner des yeux, ma sœur était devant moi. « Petite sœur, c'est moi », je lui dis. Mais son regard était éteint. J'avais l'impression qu'elle n'était plus là. Je me suis mis à fredonner une chanson que je lui chantais enfant. J'ai vu ses yeux redevenir comme avant pendant quelques secondes. Quelques secondes seulement. « N'ouvre pas la boîte. Surtout n'ouvre pas la boîte. » Ce fut ses derniers mots avant de se jeter à l'eau. Elle courut sur l'eau avant de disparaître dans la tempête. Autour de moi, le pont était maculé de sang. Il y avait des restes humains un peu partout. J'étais seul. Je me suis assis et j'ai pleuré. J'essayais de comprendre le sens de la dernière phrase prononcée par ma sœur, mais je ne comprenais rien. De quelle boîte parlait-elle? Au bout d'un moment, la tempête s'est calmée. J'étais vivant, mais j'étais seul et perdu au milieu de l'océan. Le bateau était bien trop grand pour que je puisse le manœuvrer seul. Je n'avais pas d'autre choix que de me laisser dériver, tout en essayant de maintenir un cap. Cela a duré des jours et des nuits. Chaque nuit, les cris recommençaient. Ils avaient l'air de venir de nulle part. Une nuit de pleine lune, j'ai cru apercevoir ma sœur en haut d'une vague qui me regardait. Je devenais fou pour ne pas me jeter à l'eau afin de ne plus avoir à entendre les cris. Avant la tombée de la nuit, je m'attachais au mât du bateau. J'avais trouvé du rhum dans la cale et je m'enivrais jusqu'à en perdre conscience. Quand je me réveillais le matin, il arrivait que j'ai des morsures sur le corps. Un matin, j'ai entendu du bruit sur le pont. Quelqu'un me secouait. C'étaient des marins américains. Ils étaient tombés sur le bateau qui dérivait. J'ai réussi à leur expliquer que j'étais le seul survivant. Quand ils ont vu le sang sur le pont principal, ils m'ont demandé ce qui s'était passé. J'ai essayé de leur expliquer, mais j'ai bien vu qu'ils ne me croyaient pas. Mais personne n'a voulu s'aventurer plus loin et fouiller le bateau. Ils m'ont mis sous étroite surveillance et ont remorqué le bateau. La traversée avec eux a duré plusieurs jours, et de leur bateau toutes les nuits nous entendions crier. Certains des marins américains voulaient abandonner le navire, mais l'appât du gain était plus fort. L'espoir de revendre le bateau à un promoteur sans scrupules du port a été la plus forte. Alors nous avons enduré, nuit après nuit, les terribles cris. Une chose me revenait sans cesse, c'était la phrase de ma sœur. « N'ouvre pas la boîte, surtout n'ouvre pas la boîte. » Cette phrase n'avait aucun sens pour moi. J'avais beau chercher, c'était un mystère. La mise en garde de ma sœur restait sans réponse pour le moment. Pendant la traversée, un homme disparut. Cela arrivait régulièrement à cette époque. Un instant d'inattention, et vous pouviez tomber dans l'eau et disparaître pour toujours. Mais je savais moi que c'était autre chose. Une fois arrivé au port, le bateau a été fouillé de fond en comble. Et une découverte surprenante et terrifiante a été faite. Je n'étais pas seul pendant la traversée. Un homme du docteur a été retrouvé en haut du mât principal. Il s'était caché sur la petite plateforme d'observation appelée Une, qui sert à repérer la terre ou les autres navires. Pendant l'affrontement, de peur, il avait dû aller se cacher là. Il était tellement terrifié qu'il n'est pas redescendu et qu'il s'est laissé mourir de faim. Son agonie a dû durer plusieurs jours alors que j'étais en bas, seul sur le pont. Le capitaine du bateau m'ayant recueilli m'a fait venir dans sa cabine. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Avant de me laisser partir, il m'a montré une boîte sur son bureau et il a dit « Savez-vous ce que c'est ?» Le pauvre homme est mort cramponné à cette boîte. Impossible de l'ouvrir. J'ai fait appeler un charpentier. Il devrait arriver sous peu. Mon sang n'a fait qu'un tour. La phrase de ma sœur est revenue dans ma tête. « N'ouvre pas la boîte. Surtout n'ouvre pas la boîte. » J'ai voulu la prendre, mais le capitaine m'en a empêché. Dans la bagarre, je l'ai frappé à la tête. Il s'est écroulé, inconscient, la tête en sang. Je ne sais pas s'il a survécu. Je me suis enfui avec la boîte. J'avais l'impression qu'elle riait alors que je courais pour m'enfuir. J'ai longtemps parcouru le monde pour essayer de retrouver mon village. Mon village perdu entre les montagnes et la mer, mais je ne l'ai jamais retrouvé. La boîte ne m'a jamais quitté, et même si j'ai souvent eu envie de l'ouvrir, j'ai toujours résisté à la tentation. J'avais vu de quoi la boîte était capable. Maintenant que je vais mourir, ce fardeau va t'échoir, et tu vas devoir garder cette boîte et ce secret. Ne prends pas cette mission à la légère.
Et fais attention, la boîte t'appelle, te parle, et va essayer de te faire faire des choses que tu ne veux pas faire. Cela fait maintenant 1 semaine que mon grand-père est mort. 1 semaine que je lutte contre la tentation d'ouvrir cette boîte. 1 semaine que j'entends toutes les nuits d'horribles cris. Mon grand-père a résisté toute sa vie, mais moi je sens mes doigts qui tremblent déjà sur le couvercle.